fait que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Ça, c'est l'une des choses essentielles parce que ça m'a joué beaucoup de tours dans ma vie professionnelle comme dans certaines relations personnelles ou sentimentales que j'ai eues. Donc, j'aurais vraiment aimé en fait savoir que l'autre n'est pas forcément comme moi. L'autre n'a pas forcément le cœur que j'ai. L'autre ne voit pas forcément les choses telles que je le vois. Et donc, ne pas forcément accorder ma confiance tout de suite ou ne pas forcément croire que la personne pense exactement comme moi ou comprend les choses comme moi. J'aurais aimé savoir en fait aussi qu'il fallait que je puisse détacher ma vie personnelle en tant qu'enfant de la vie de mes parents. Parce que c'est l'une des choses qui a joué sur mon adolescence où j'étais très attachée à mon père. Féminisme, célibat, dot, tradition africaine, vie de couple, vie de mère célibataire, vie professionnelle. Autant de sujets qu'on a pu aborder dans ce podcast. Je suis aujourd'hui avec Edwige Messon, qui est d'origine togolaise, qui vit au Togo, actuellement qui travaille dans une institution de la place, qui est une activiste et qui justement nous partage un certain nombre de choses. Alors vous êtes très bien dans l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir de Edem Betogolo, vous devinez très bien que nous sommes à l'épisode 8 aujourd'hui et je ne vais pas ouvrir la boîte de Pandore pour le moment. Je vais juste vous laisser écouter en détail tout ce que Edwige a partagé avec nous. Je dis nous parce que nous allons l'écouter tous ensemble. Vous avez écouté un petit extrait tantôt de ce qu'elle aurait aimé savoir, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a des sujets encore plus brûlants que nous avons abordés. Je suis sûr que vous allez en tirer bénéfice. Je suis sûr que vous allez pouvoir en parler à vos amis ou parler de cela à vos amis. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cet épisode parce que dans la conclusion, je vais aborder des sujets qui découlent un peu de tout ce dont j'ai parlé avec Edwige. J'espère que vous allez aimer. On se dit à tantôt. Edwige, je pense que tu vas te présenter en fait au public ou à ceux qui nous écoutent et puis ils se feront une idée. D'accord, je dis déjà bonjour à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Je m'appelle Edwige Adjo-Messon. Je suis communicante de formation et de profession, mère d'une petite fille et activiste engagée pour les droits des enfants, des jeunes, des femmes, voilà, pour les droits humains en général en fait. D'accord. Ok. Félicitations déjà pour le travail que tu fais. C'est un travail assez intéressant. Et du coup, côté expérience professionnelle, tu travailles aussi dans ce domaine en particulier ou Merci Edem. Alors oui, je travaille particulièrement dans ce domaine aussi. Donc je suis attachée de communication dans une organisation qui fait la promotion du droit des enfants et des jeunes. D'accord. Et sur le plan de tes études, est-ce que tu as eu justement aussi à étudier la sociologie, c'est pas tout ce qui touche l'éducation, à la communication, etc. Alors j'ai plutôt fait une étude en communication justement, mais pas en sociologie ni en éducation, mais je suis vraiment arrivée dans ce domaine par passion. Parce que depuis toute petite, j'étais très intéressée par le domaine de l'humanitaire, par tout ce qui est droit des enfants, droits humains. Et voilà quoi. Donc, quand j'ai fait la communication et que l'opportunité s'est présentée pour moi de créer un raccourci vers ce domaine, je n'ai pas du tout hésité. Et voilà, c'est ce que ça donne. D'accord. Et du coup, est-ce que travailler dans ce domaine est assez compliqué? Est-ce que tu rencontres des freins en tant que femme, etc.? Ou c'est plutôt relax? Alors, avant d'arriver dans l'organisation dans laquelle je suis, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de freins en tant que femme,
Mais comme je le dis, comme je suis dans une organisation qui milite déjà pour les droits humains, les valeurs justement qui rassemblent les personnes qui y travaillent, c'est le respect mutuel, peu importe le genre de la personne, peu importe son statut et tout ce qui va avec. Du coup, dans mon travail actuel, je me sens vraiment à l'aise, mais avant, ce n'était pas le cas quand j'étais en freelance ou quand j'étais dans un univers privé. Il y avait beaucoup de soucis par moment par rapport au fait que j'étais une femme ou par rapport au fait que j'étais une jeune mère célibataire. Donc, voilà. D'accord, ok. Donc, tu es une jeune mère célibataire qui, du coup, rencontre des difficultés peut-être ou a rencontré des difficultés sur le plan professionnel. Est-ce que le fait que tu sois mère célibataire, c'est ce qui t'a poussé vraiment vers ce secteur d'activité? Oui et non. Non, parce que comme je l'ai dit, j'étais très passionnée par le domaine depuis toute petite. C'est vrai que je n'ai pas eu l'opportunité, pour des raisons familiales, de vraiment m'engager quand j'étais plus jeune, comme je le voulais. Donc, le fait que je devienne maman, c'est oui à jouer parce que ça me donnait maintenant la possibilité de retrouver l'enfant que j'étais et de pouvoir prendre mes décisions pour moi, mais aussi pour mon enfant. Donc, c'est de là que j'ai compris en fait qu'il fallait que je retourne à ce rêve d'enfant pour défendre mes convictions, mes valeurs, parce que je savais qu'en le faisant, je créerais un nouveau monde, un monde plus sûr, un monde plus égalitaire, plus rassurant pour mon enfant. Donc, d'accord. En tout cas, félicitations pour ce parcours assez intéressant. Et je m'en vais en fait te poser une question assez simple par rapport à ton vécu, par rapport à tout ce que tu viens de partager. Est-ce qu'entre le boulot, les activités personnelles et ton enfant, est-ce que tu arrives justement à trouver du temps? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que le fait que tu aies un enfant, tu n'aurais pas assez de temps pour ton boulot, par exemple? Oui, je me rappelle en fin 2017 ou en fin 2018, je suis allée à une interview dans une organisation, enfin dans une entreprise, l'une des plus grandes entreprises du Togo, c'était une multinationale. Et la question qui m'avait été posée finalement, c'était de savoir si j'aurais le temps vraiment à consacrer au boulot du fait que j'avais un enfant. Et j'ai vraiment été choquée. Et parce que dans mon explication, j'avais fait comprendre en fait à mon interlocuteur, enfin à mes interlocuteurs, que je faisais des activités et que j'avais la possibilité de laisser mon enfant avec ma maman pour vaquer tranquillement à mes occupations. Donc, que j'ai pu donner cette information et qu'on me pose quand même la question, ça a été vraiment un choc pour moi en fait. Et j'ai compris en fait que c'était une entreprise qui n'était pas forcément ouverte à donner l'opportunité aux jeunes mamans en tout cas, de pouvoir démontrer leur talent, de leur potentialité. Et c'est aussi l'une des choses qui a vraiment joué et qui a permis à ce que je me décide de me retirer de tout ce qui est prestations freelance, de tout ce qui est prestations dans des entreprises privées et de mettre mes compétences et mes talents pleinement au service des causes que j'aime, que je défends dans une organisation en fait qui coordonne ou bien qui cadre avec mes valeurs et mes aspirations. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as un avis particulier par rapport en fait, sur plutôt les entreprises qui sont réticentes à donner un boulot ou un travail en fait à des jeunes mamans juste parce que voilà, leur enfant est en bas âge, etc. Alors déjà, ce n'est même pas donner du boulot parce que c'est un échange de services. Vous payez une personne en retour de ses compétences, de ses talents, de tout ce que la personne va apporter à votre entreprise pour la faire grandir, pour la faire croître. Donc, je trouve en fait plutôt que c'est l'entreprise qui perd dans une certaine mesure parce que c'est des compétences que vous recherchez et qui peut-être ne sont qu'avec la seule personne là qui est la jeune mère en fait que vous vous dites, bon, elle est maman, donc en plus elle est jeune. Je pense qu'elle ne va pas assumer, nous allons la laisser partir, nous allons prendre une autre personne, mais rien ne vous garantit en fait que cette autre personne pourrait mieux faire que celle-là ou a plus de compétences en fait. Donc je pense personnellement que ce n'est pas par dépit ou je ne sais pas par offense, mais je pense que c'est plus l'entreprise qui perd en fait, parce que l'une des choses aussi que les gens ne voient pas, c'est quand tu es une jeune maman et que
potentiellement tu élèves encore ton enfant seul, tu développes beaucoup d'aptitudes. C'est-à-dire que chaque jour, tu programmes d'avance tes activités. Des fois, même tu fais tes programmes sur une semaine parce que tu sais que tu dois tout coordonner entre ta vie de maman, entre tout ce que tu as comme occupation. Et surtout, tu dois tout faire pour que le temps que tu accordes à tes activités ne prenne pas sur le temps de ton enfant. Donc, on a une capacité en fait à s'organiser, on a une capacité à anticiper sur certaines choses que les gens ne voient pas forcément. Les gens ne voient que le côté, bon, c'est une jeune fille qui est mère, peut-être qu'elle a été irresponsable, peut-être qu'elle est irresponsable, peut-être que quand son enfant va tomber malade chaque jour, on a l'impression que les enfants tombent malades chaque jour. Mais non, donc je pense que c'est plus les organisations qui perdent et voilà quoi. C'est dommage en fait, c'est dommage parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est très concurrentiel et qui demande plutôt à ce qu'on mise sur les valeurs, sur les compétences, sur les talents, plutôt que sur le statut matrimonial ou sur je ne sais quel autre élément en fait. Excellent, excellent. En tout cas, merci beaucoup pour cet avis que je trouve vraiment intéressant. Je pense que beaucoup d'auditeurs aussi qui nous écoutent partageraient probablement aussi cet avis. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent cela, en fait, les jeunes mamans célibataires, peut-être qui vivent aussi cela et qui ont du mal justement à s'en sortir professionnellement. Du coup, en fait, on va glisser vers quelque chose d'un peu différent. Et donc, là, tu nous as parlé du fait que tu es mère célibataire et que voilà, tu arrives à tout gérer, il n'y a pas de souci, aussi avec l'aide de ta maman, si j'ai bien compris. Mais est-ce que le fait que tu sois mère célibataire, je pose la question en fait ainsi aussi, je ne vais pas encore terminer, mais je vais la poser parce que je remarque qu'il y a ce sujet qui revient généralement lorsqu'on discute avec les mères célibataires. Est-ce que le fait que tu sois mère célibataire est un frein, par exemple, je ne sais pas trop, à ta vie sentimentale, ou c'est un choix plutôt que tu fais de te dire je vais me consacrer à mon enfant et à mon boulot et après je verrai? Ok, alors déjà, je ne pense pas que tout est rose parce qu'il y a des moments de difficulté. Mais est-ce que c'est un frein par rapport à ma vie sentimentale? Oui et non. Oui, parce que quand j'ai accouché, je crois quand ma fille avait 1 an ou 2 ans, il y avait quand même un prétendant particulièrement qui aimait beaucoup mon enfant, qui était très intéressé par ma personne, qui a joué beaucoup de rôle dans ce que je suis devenue même. Mais cette personne, mot pour mot, m'a dit en fait, je ne suis pas en mesure d'assumer cette responsabilité. Donc, certes, il était intéressé par la maman, il aimait bien la petite, mais en tant qu'homme, il ne se voyait pas assumer la responsabilité d'être le père d'une autre ou de pouvoir l'assumer devant sa famille ou sinon devant ses amis comme étant en couple, en relation avec une mère célibataire. Et je l'ai compris. Et puis, c'était une période d'ailleurs où moi, je n'étais même pas prête pour une relation. Et ça s'est répété plusieurs fois. Quand je dis, en 2017, j'avais rencontré quelqu'un que moi, je voyais pleinement en ami et qui était très intéressé par moi. Mais lui, il était prêt à assumer, en fait. Mais c'était moi qui n'étais vraiment pas prête. Et il a attendu, mais je n'arrivais toujours pas à me décider. Et je lui ai dit clairement, tu sais, je ne me sens pas prête. Donc, voilà, restons amis. Et puis, bon, aujourd'hui, il est en couple avec une autre personne. Mais aujourd'hui, le problème que je rencontre beaucoup plus, je ne dirais pas que c'est lié forcément à mon statut de mère célibataire, mais sans prétention aucune, c'est beaucoup plus lié au statut que j'ai dans la société. On crie, on dit, elle dit, elle est jeune ambassadrice pour UNICEF au Togo, elle est activiste, on la voit faire ci et ça. Donc aujourd'hui, les personnes avec qui je discute, quand je dis personnes, je parle d'hommes ou de jeunes hommes qui pourraient être des potentiels prétendants, mais qui sont des prétendants, l'aspect maman ne les dérange pas, mais c'est plus l'aspect la fille qui est connue, la fille qui a de la visibilité, la fille qu'on présente comme une personnalité publique, c'est ce qui les dérange. Et je pense qu'ils ont l'impression qu'à côté de moi, leur histoire ne compte pas, leur histoire ne sera pas valorisée ou
tout de même, leur personne va se perdre dans l'ombre de celle que je suis en train de devenir ou bien de la personnalité qui est en train d'être construite sur son parcours. Donc, je pense que c'est plus ce problème. Moi, je ne le prends pas pour un problème parce que je suis arrivée à me forger une mentalité où je me dis, si la personne, déjà à partir de ce moment, n'est pas en mesure de comprendre ma vision, d'accepter qui je suis, mais qui je suis en train de devenir, ce n'est pas la peine que je puisse me faire une idée à faire des concessions sur qui je suis ou sur mes ambitions ou même sur ma vision pour une relation de couple. Parce que la relation de couple, au-delà de je t'aime, au-delà de tout ce qui est relation intime, tout ce qu'on veut, c'est de se construire ensemble et de se faire grandir ensemble. Donc, si déjà aujourd'hui, je ne suis qu'au début en fait de mon parcours et que la personne est frustrée, intimidée ou je ne sais quoi, ce serait très difficile pour cette personne-là de rester avec moi dans 3 ans, dans 5 ans, parce que là où je me vois dans 5 ans, la personne risque d'être beaucoup plus frustrée si elle ne travaille pas sur cette frustration et si elle n'arrive pas à avoir la même visibilité en fait. Donc, pour éviter tout ça, aujourd'hui, c'est vrai que je me suis dit, je vais rester tranquille, je vais me consacrer à mon enfant, je vais redévelopper ma relation avec Dieu parce que moi, je suis chrétienne et je crois fermement le fait que quand tu travailles sur toi, quand tu travailles à devenir une bonne personne sur les valeurs chrétiennes en lesquelles tu crois, au bon moment, Dieu attirera vers toi la bonne personne et les choses pourront se faire tranquillement. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile, mais vous arriverez toujours à avoir un consensus, à trouver des compromis et surtout à pouvoir vous épauler dans toutes les situations. Donc, c'est en cela que je crois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je préfère garder mon statut de célibataire, me consacrer à mon univers professionnel, relever les défis pour continuer mes études, donner le meilleur à ma fille, donner le meilleur à Dieu. Et puis, je pense qu'au bon moment, il attirera vers moi la personne parfaite dans sa volonté parfaite, quoi. Voilà. D'accord, ok. Alors, si moi je comprends bien, au fond, ce n'est même plus en fait ton statut de maman qui pose problème, mais c'est plutôt ta profession, ce que tu fais, le fait que tu sois assez visible, et puis, etc. Les hommes ont en quelque sorte peur de toi. En fait, si j'ai bien compris, en fait, c'est ton impression, si je comprends bien, quelque chose comme ça. En fait, ils n'ont pas peur de moi, Edwige. Non. Moi, je suis très ouverte, très sociable, on discute très bien. Mais ils ont plutôt peur du statut que Edwige porte. C'est là la nuance, en fait. Ok. Voilà, d'accord, ok. Donc, c'est plutôt le statut qui pose problème. Donc, c'est quand même un peu... La visibilité, c'est ça. C'est ça qui cause le problème. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent, hein, et bien évidemment, je pense qu'ils sont en train de noter les exigences sur une feuille quelque part. Et aussi, je pense que tu abordes un problème assez particulier parce que justement, dans nos sociétés, on voit parfois, surtout en Afrique, on voit parfois des hommes qui ont peur peut-être d'être en couple avec des femmes qui ont un statut particulier, par exemple, que ce soit professionnel ou pas. Et donc, je remarque différemment que dans d'autres sociétés, ce n'est pas un problème en tant que tel. Après, il y a des hommes en Afrique à qui ça ne cause aucun problème d'être avec des femmes comme toi. Donc, quelque part, j'en connais beaucoup, mais c'est beaucoup plus des amis à moi, tu vois. Mais par contre, les hommes qui sont intéressés par ma personne en tant que femme, c'est vraiment des hommes, pour le moment, en tout cas pour la plupart, qui ne sont pas encore prêts à assumer cela. Et c'est dommage. Ou pas. Bon, après, je pense que comme tu l'as dit, tu es en train de travailler sur toi, de continuer à te concentrer sur toi, sur ta famille, ton enfant, ta profession, etc. Et donc, du coup, tu te dis, bon, voilà, au moment voulu, ça viendra. Mais du coup, est-ce que tu es à la recherche ou tu te dis, je vais m'attendre, en fait, je vais plutôt attendre que ça vienne à moi, je ne vais plus en fait chercher, etc. Oui, je ne cherche pas.
Je ne cherche pas, Je pense qu'on attire à soi ce qu'on est. Et donc, je me dis, je vais attendre en fait. Je vais attendre. C'est vrai que, en tant que chrétienne, quand je fais mes sujets de prière, il y a des moments où je prie pour cela. Je prie pour que Dieu prépare la personne. S'il y a un travail que la personne même doit faire sur elle pour que notre rencontre se passe bien, ça se fasse bien. Mais voilà quoi, je ne cherche pas, je ne sais pas dans la mesure où bon, je vais voir un mec et je vais dire il est pas mal, d'accord, je vais aller lui demander qu'on soit amis, espérer que peut-être ça va donner quelque chose. Non, je ne fais vraiment pas ça. Je travaille sur moi, je prie et je sais que Dieu, voilà, amènera cette personne à moi au bon moment. Donc, j'attends que cette personne me trouve, je crois. Ou bien qu'on se trouve, qu'on se rencontre, d'accord. Mais je ne la cherche pas. D'accord, ok. Bon, je pense que beaucoup de gens sont peut-être d'accord, d'autres sont peut-être pas d'accord aussi. Je pense que chaque personne a probablement son avis sur la façon de trouver la bonne personne, même si la bonne personne c'est entre griffes, bien sûr, c'est très très relatif. Mais je pense quand même que même si justement Dieu va permettre à ce que tu sois en contact avec la personne qu'il faut. Quelque part, je pense quand même que tu dois être disposé à déjà avoir cette personne-là pour que Dieu te la présente. Mais c'est assez relatif et l'idéal, c'est d'avoir la foi dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Et je pense que, comme tu l'as dit, c'est juste aussi un échange d'énergie. Tu envoies ton énergie et Dieu, justement, utilise cette énergie pour attirer la personne vers toi. Effectivement. Et pour moi, je pense être disposée, c'est ce que je suis en train de faire là, parce que honnêtement, aucun homme ne m'approche aujourd'hui, je lui dis non, je ne veux pas en fait. Je prends le temps vraiment, contrairement à 2017, 2018 où je n'étais pas prête. Aujourd'hui, je prends le temps de me faire découvrir, je partage vraiment tout ce que je peux partager avec la personne, jusqu'au moment où en fait la personne même dise ok, par rapport à ça, je ne peux pas, tu vois. Donc, et pour moi aussi, me rendre disponible, c'est vraiment de travailler sur moi, comme je l'ai dit, dire quel est le point en fait que j'ai encore par rapport à ma personnalité, par rapport à mon caractère, qui ne cadrerait pas avec la personne que j'attends de Dieu ou bien tout. Donc, c'est pour moi, vraiment être disponible ou être disposé à recevoir cette personne ou à rencontrer cette personne, c'est de vraiment devenir pour cette personne aussi la bonne personne qu'elle recherche en fait, tu vois. Donc, c'est ça. Et surtout, je ne veux pas chercher parce que je ne veux pas prendre le devant sur Dieu, mais surtout, je ne veux pas chercher au risque de tomber dans le désespoir et d'arriver à un moment où je vais me dire, OK, ça fait depuis longtemps, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que je cherche et je ne trouve pas. Du coup, il va falloir peut-être que je revoie mes standards, il va falloir que je fasse certains compromis. Tout. C'est vrai que les relations de couple, c'est des compromis. Mais quand vous vous trouvez mutuellement et que vous faites le choix de vous aimer, d'avancer ensemble, c'est plus facile de faire des compromis que quand tu vas faire des compromis pour pour satisfaire le désir de l'autre en brimant toi la personne que tu es, parce qu'après le risque c'est qu'il y ait un ras-le-bol, un jour en fait, que tu exploses et voilà, que ça crée des problèmes à dire oui, je me suis sacrifiée pour toi, j'ai fait telle chose pour toi, alors qu'en vrai ce n'est pas ça. Donc pour moi c'est vraiment comme ça que je me rends disponible pour la personne. D'accord, excellent. Je pense que les hommes qui nous écoutent, vous avez tout noté sur un beau papier blanc quelque part. Donc, si c'est un code site, mettez ça à côté. Appel d'offres, Léo, c'est ce que tu es en train de faire là, je ne sais pas. C'est pas un appel d'offres, mais je pense que c'est toujours important de préciser cela pour ceux qui nous écoutent. Bon, alors, dis-moi, Edwige, est-ce que le fait que tu décides justement de vivre ton célibat tranquillement, de te concentrer sur l'essentiel, de te consacrer à l'essentiel, est-ce que tu penses que certaines personnes te collent le titre de féministe à cause de ça, par exemple? Ou est-ce que tu penses que toi, tu es féministe et que ça n'a rien à voir avec tout ce que tu viens de partager? Alors déjà, tout le monde sait je pense que ceux qui me connaissent réellement et qui me suivent savent bien que je ne suis pas féministe, ou sinon je ne me définis pas comme étant une féministe. Je me retrouve plus dans l'activisme pour les droits humains.
Mais le féminisme tel qu'il est présenté au Togo, tel qu'il est en Afrique, je vais être très franche, je ne cerne pas forcément les tenants, les aboutissants, et je n'aime pas perdre mon énergie dans des combats dont je n'ai pas les objectifs clairs et surtout dont je ne suis pas sûre d'avoir des résultats. Moi, j'ai beaucoup d'énergie à donner et quand je m'engage sur quelque chose, j'aimerais vraiment que ça donne des résultats concrets. Donc, je suis plus pour m'engager à aider les jeunes femmes à se retrouver, à se relancer, à être épanouies, que de me dire que je suis féministe alors qu'il y a les lois qui sont là, sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir en fait et qui traînent depuis des années et qui ne permettent pas en fait à ce qu'on puisse évoluer. Si on me donne le pouvoir aujourd'hui de pouvoir changer des lois, changer des choses dans notre culture, dans nos valeurs, et que cela puisse vraiment impacter la vie des femmes, là, je pourrais être féministe. Mais si c'est pour être féministe et rester dans un discours de « il faut donner les droits aux femmes, nous avons tel droit et tel droit », et qu'en fait, je ne puisse même pas avoir un petit pouvoir pour changer un seul texte dans l'intérêt de la femme pour l'égalité de ses droits, alors pour moi, ça ne vaut pas la peine. Parce que je le dis, en fait, je suis mère célibataire et il y a encore des lois au Togo, en fait, qui ne peuvent pas me permettre à moi de faire des choses pour mon enfant sans l'avis de son père. Et si je n'ai pas la possibilité de pouvoir changer ça, je ne me vois pas féministe. Ce n'est pas la peine d'aller crier sur les toits que je suis féministe si... Voilà quoi, je n'ai pas le pouvoir de vraiment changer les choses concrètement. Donc, je préfère pour ma part. Peut-être les gens vont dire que c'est de la lâcheté, c'est de la fuite en avant. Je l'assume. Et moi, de toutes les façons, je l'ai dit, je me suis engagée par passion. Et ma passion, c'est les droits humains. Ma passion, ma mission à moi, c'est de pouvoir aider autant le garçon, autant la fille, autant l'enfant qui est dans le besoin. Certaines personnes vont dire que je m'éparpille. C'est leur souci, mais moi, c'est vraiment ce qui me donne le bonheur et c'est vraiment ce en quoi je crois. Donc, le féminisme et moi, on ne fait pas chemin ensemble. Je suis activiste pour les droits humains et cela n'a rien à voir avec mon statut de mère célibataire ou mon statut de femme célibataire. Donc, aux personnes qui peut-être penseraient que c'est par féminisme que je suis seule, je vous rassure, je ne suis pas féministe et ce n'est pas par féminisme que je suis seule. Je connais aussi des féministes bien déterminés qui ne sont pas seules, qui sont en couple, qui sont mariées, qui ont des enfants. Donc, je pense que c'est le lieu aussi de rappeler aux gens qu'il ne faut pas allier la vie privée des gens au combat qu'ils font. Il faut pouvoir vraiment faire la part des choses et surtout arrêter de dire en fait que les féministes sont des aigris, tout ce qui va avec. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je pense justement que tu as fait le point. Je pense que beaucoup de gens font le lien entre statut matrimonial et féminisme, justement parce que ce débat revient énormément et qu'on remarque peut-être aussi qu'en Afrique, les féministes qui sont beaucoup en vue ou qui sont vraiment très visibles, surtout au Togo par exemple ou dans d'autres pays, sont peut-être célibataires. Donc je pense que les gens font le lien alors que peut-être que ça n'a rien à voir du tout. Et je suis plutôt satisfaite de voir qu'en fait toi tu fais plus le focus sur le respect des droits. Et je pense que d'ailleurs, de base, le féminisme, c'est ça en fait. C'est juste lutter pour le respect des droits des femmes. C'est juste que malheureusement, ça va dans d'autres contrées, comme on dit. Et du coup, ça peut justement causer des soucis de compréhension et donc semer la confusion. C'est ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir disons, éclairé ceux qui nous écoutent. Et du coup, on va aller vers une... Oui, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, je disais, je t'en prie, que c'est un plaisir pour moi de partager ces moments avec toi et les auditeurs. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, tu viens de dire que tu n'es pas féministe aussi, que voilà, tu te consacres à l'essentiel. Je vais te poser une question simple. Et puis après, on va justement passer à la grande question qui nous réunit aujourd'hui, vu qu'on tend vers la fin du podcast. Dis-moi, Edwige, en tant que femme africaine, avec justement tous les défis que rencontrent les femmes, les hommes, la société, les familles, etc., que penses-tu de la dot? Grande question.
Alors pour moi, la dot, c'est vraiment quelque chose de symbolique. C'est quelque chose qui, je ne vais pas dire valorise la femme, mais c'est quelque chose qui valorise l'union de deux personnes, qui lui donne un statut sacré, reconnu par deux familles, reconnu par une certaine culture, par une tradition. Pour moi, la dot, c'est voilà quoi, c'est le symbole d'union de deux familles, c'est le symbole d'une famille qui dit je vous donne ma fille, je te donne ma fille, prends-en soin. Et un homme qui vient vers une autre famille pour dire je me suis intéressé à votre fille et aujourd'hui je viens on griffe la prendre de chez vous, je viens la retirer, je viens poser un pas pour prouver que je la veux réellement dans ma vie et que je suis en mesure de prendre soin d'elle et je veux donc la faire quitter la maison de ses parents pour qu'elle soit avec moi. Donc pour moi, la dot, c'est vraiment ça en fait. Deux personnes qui prennent l'engagement d'être ensemble et qui veulent légitimer cela, veulent rendre cela clair devant leur famille, devant leur communauté, conformément à leurs valeurs, conformément à leur culture. Donc c'est voilà quoi. C'est une belle cérémonie, c'est une belle occasion de prouver encore son amour l'un pour l'autre et surtout de révéler son engagement l'un envers l'autre parce que c'est vrai, la dot, souvent on se dit ce n'est que l'homme qui apporte des produits, des articles pour venir prendre une femme. Mais pour moi, c'est plus que ça. Certes, l'homme apporte certaines choses, mais je pense que la femme aussi prend l'engagement de respecter cet homme-là qui vient la chercher chez elle. Et la femme prend l'engagement de devenir, au-delà d'être la fille de sa famille, de devenir aussi la fille d'une autre famille. Elle prend l'engagement de se consacrer à cette union, de se donner, de l'élever, de construire quelque chose avec cet homme-là, en fait. Donc, pour moi, c'est ça. C'est tellement de choses, la dot, que voilà. Mais ça encore, ce n'est que mon avis à moi. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, je pose la question parce qu'on remarque depuis un moment aussi que beaucoup de personnes semblent être contre la dot, semblent être pour la suppression de la dot, même si ça fait partie de notre culture. Beaucoup de gens disent que ça dévalorise la femme et je m'explique rapidement. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la dot, c'est justement que lorsque deux personnes veulent s'unir en Afrique, il y a l'homme qui pour respecter la famille et par respect pour sa propre famille également, doit justement venir dans la maison familiale de la femme avec un certain nombre de choses exigées par la famille de la femme et ramener la femme à la maison. Ça, c'est vraiment le principe, si on doit le dire ainsi. Et donc, du coup, vu qu'il y a certaines personnes qui sont contre la dot, je ne sais pas trop si Edwige, tu as quelque chose à leur dire ou pas, ou tu n'aimerais pas trop t'étaler sur le sujet. Bon, je pense que comme je l'ai dit, c'est une question de valeur en fait, c'est une question de culture. Ailleurs, c'est les femmes qui dotent les hommes. C'est chez nous que c'est l'homme qui dote. Ailleurs, c'est les femmes qui dotent. Donc, je pense vraiment que c'est au cas par cas. Et même chez nous, la dot varie de village en village, de canton en canton, de quartier en quartier, de famille en famille. Je suis contre l'exagération de la dot parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Je suis contre l'exagération. D'ailleurs, je ne veux pas te couper, mais rapidement, est-ce que tu serais... est-ce que tu pourrais, par exemple, plaider la cause de ton homme si la dot est exagérée, par exemple? Ah ben oui! Ça, je me rappelle il y a quelques mois de cela, justement, j'en discutais avec mon grand frère parce qu'il avait demandé à maman de lui faire parvenir notre dot parce que nous sommes 3, il n'y a qu'un seul garçon parmi nous, donc c'est lui le papa par intérim. Et quand on lui a envoyé la liste, il regardait et puis il disait... Edwige, cette liste-là, on peut enlever des choses dedans, non? J'ai dit, tranquille, quoi. On peut enlever des choses dedans. Si tu trouves qu'il y a des choses
qu'on peut enlever. En tout cas, c'est ce que ta maman m'a donné. Mais si tu trouves qu'il y a des choses, déjà, même il y a des choses que moi-même je trouve très bizarres dedans, si tu es d'accord qu'on enlève, on va enlever. Mais après, on s'est rendu compte que le souci serait de convaincre la famille, en fait. Mais si nous trois, en tant qu'enfants de notre famille, on s'accorde à dire qu'il y a telle chose qui ne va pas rester dans la dot de ma soeur et moi, ça, on va le faire tranquillement, en fait. Donc, moi, oui, je suis prête à plaider la cause de mon homme si je trouve que la dot est exagérée. Ça, c'est... D'accord. D'accord, je pense que tout le monde a pu noter, parce que je pense que les notes continuent quand même, probablement. Alors, Edwige, on va vers la grande question qui nous réunit dans cette émission, qui est le cœur d'ailleurs du podcast. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, Edwige? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir et qui aurait changé des choses dans ta situation actuelle, dans ton vécu, tes expériences, etc. N'hésite pas à aborder justement tout ce qui te paraît pertinent. J'aurais aimé savoir en fait que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Ça, c'est l'une des choses essentielles parce que je suis une personne très naïve et ça m'a joué beaucoup de tours dans ma vie professionnelle comme dans certaines relations personnelles ou sentimentales que j'ai eues. Donc, j'aurais vraiment aimé en fait savoir que l'autre n'est pas forcément comme moi. L'autre n'a pas forcément le cœur que j'ai. L'autre ne voit pas forcément les choses telles que je le vois. Et donc, ne pas forcément accorder ma confiance tout de suite ou ne pas forcément croire que la personne pense exactement comme moi ou comprend les choses comme moi. J'aurais aimé savoir en fait aussi qu'il fallait que je puisse détacher ma vie personnelle en tant qu'enfant de la vie de mes parents. Parce que c'est l'une des choses qui a joué sur mon adolescence où j'étais très attachée à mon père et quand en fait ma relation avec mon père s'est effritée par rapport à certaines situations de sa vie de couple, ça a énormément joué sur moi, toute ma personne en fait dans tous les sens du terme. Donc j'aurais vraiment aimé qu'on me dise plutôt que la vie de couple de mes parents et ma relation avec mon père n'avaient pas en fait à vraiment prendre le dessus pour que cela crée tout ce tohu-bohu autour de ma vie. Alors j'aurais aimé surtout aussi qu'on m'apprenne la relation avec Dieu, qu'on me fasse comprendre en fait que la religion c'est différent et que croire en Dieu, ce n'est pas juste aller à l'église, mais croire en Dieu, c'est vraiment construire une relation personnelle avec son Dieu, c'est le chercher, c'est lire la parole, c'est le chercher par des moments personnels, par des moments de méditation, par des moments de discussion. Et surtout, j'aurais aimé qu'on me dise que Dieu, ce n'est pas ce grand barbu qui est là et pardonne les péchés, tous les péchés, ou bien qui punit quand tu fais mal, etc. Non. Ce schéma, ou bien ce profil de Dieu qu'on m'avait fait depuis toute petite, je ne pense pas que c'est le profil de Dieu. Et quand j'ai cherché Dieu, j'ai trouvé que non, il n'est pas comme ça. Donc, j'aurais aimé en fait savoir plutôt que c'est cela. Et j'aurais aimé aussi savoir en fait que tu peux être ami avec une personne, avec un homme. Vous pouvez partager énormément de choses. Mais tant que cet homme ne te dit pas clairement « je veux de toi, je te désire », que cela reste au terme d'amitié en fait. Ne pas se projeter avant même que la personne ne se déclare en fait. Ne pas laisser les émotions, les sentiments prendre le dessus pour se faire tout un monde d'illusions. Voilà, donc je pense que c'est des choses que j'aurais aimé savoir. Et pour finir, en tant que mère célibataire, si tu le permets, je pense que beaucoup de jeunes filles, mères, auraient aimé savoir qu'avoir un enfant, ce n'est vraiment pas la fin de leur vie et que c'est quand même une opportunité qu'elles peuvent transformer en fait pour réussir davantage leur vie, pour prendre un nouvel envol, pour se redécouvrir, pour déployer tout le potentiel qu'elles ont en elles. Donc, c'est cela. Wow, intéressant. Je pense qu'il y a tellement de choses que tu aurais aimé savoir finalement. Et je te remercie de les avoir partagées avec nous. Et j'espère que certains auditeurs peut-être se retrouvent un peu dans tout ce que tu as partagé. Je pense que lorsque je discute avec
certaines amies, en tout cas, on retrouve un peu en fait les mêmes préoccupations. Et je pense que tu dis quelque chose d'important, surtout par rapport au fait que tu aurais aimé savoir que être ami avec un homme sans forcément dire qu'on aimerait être avec cet homme-là. En fait, il ne faut pas aller vite en besogne, il faut prendre le temps, il faut attendre peut-être que ça soit clair, que les sentiments soient clairs avant peut-être de se lancer. Et ça, je pense que c'est un conseil en même temps aussi utile pour tous ceux qui nous écoutent. Et du coup, Edwige, moi, j'aimerais savoir si tu as en même temps des conseils à donner aux plus jeunes parce qu'on tend vers la fin du podcast. Des conseils, c'est soyez vrai en fait, soyez vous, soyez authentique, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'apparence trompe beaucoup et l'apparence prend le dessus et on a l'impression que les autres sont plus waouh que nous, alors qu'en fait tout le monde mène un combat silencieux et vient montrer la meilleure partie d'ailleurs. Donc, vraiment, soyez authentique. Croyez en vous, croyez en vos potentialités, croyez en Dieu. Cherchez Dieu vous-même et cherchez-vous aussi en Dieu. Et développez. Permettez-vous aussi de faire des erreurs, en fait. Permettons-nous de faire des erreurs. Parce que nos erreurs, ce ne sont pas toujours des choses qui nous amènent à des échecs, mais souvent, nous apprenons nos plus grandes leçons de vie en faisant des erreurs. Et la meilleure manière, c'est quand tu fais l'erreur, tu te poses. Tu parles avec toi-même, tu te dis, Tchale, et Yakowaya, ça là, ce n'est pas vraiment la meilleure des manières, mais qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Avec quoi est-ce que je peux ressortir plus fort, plus forte à partir de cette erreur? Et après, vous continuez votre chemin sans pour autant nier votre passé, mais sans pour autant vivre dans ce passé-là. Parce que ce passé-là, ce n'est pas vous aujourd'hui et il ne sera certainement pas vous demain. Non, voilà. Je voudrais dire quelque chose aussi, Edem. Tu sais, par rapport aux familles monoparentales, c'est vrai qu'en Afrique, souvent c'est très mal perçu, où on a tendance à avoir pitié de l'homme ou de la femme qui est dans la situation. Mais ce n'est pas une situation aussi dramatique que ça en fait. C'est vrai que souvent, la plupart des relations de couple qui amènent à cela sont issues d'un drame, soit un parent qui est parti, le partenaire de vie qui est parti trop tôt, ou le couple n'a pas marché, etc. Mais en fait, quand l'homme ou la femme se retrouve avec 1, 2, 3 ou 4 enfants à élever seul, je ne pense pas que ce soit un drame en réalité. Et moi, je dis toujours que ce n'est pas forcément une fatalité. C'est vrai que c'est dur de faire seul le travail qui était censé faire 2 personnes, mais ce n'est pas impossible. Et il faudrait en fait que les gens arrivent à sortir de ce cocon où on trouve que c'est dramatique, on trouve que ça fait pitié, etc. Non. Élever un enfant seul ou élever des enfants seuls, c'est possible en fait. C'est déjà une question de responsabilité, c'est une question de planning, c'est une question de dévotion pour l'enfant ou les enfants qui sont les nôtres en fait. Donc, il faut juste pouvoir avoir un programme bien fixe, bien agencer les choses, bien mettre en exergue mettre en exergue les priorités surtout, et pouvoir bien planifier les choses en fait. Donc moi par exemple, ça fait 4 ans que j'élève ma fille seule. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien non plus. Et je connais des gens qui ont élevé leur enfant seul, genre enfant unique, mais qui a été élevé par uniquement la maman, ou bien des enfants qui ont été élevés uniquement par leur père et tout. Donc c'est vraiment possible en fait. Et surtout, c'est possible de réussir l'éducation de ces enfants-là. Parce qu'il y a cette partie aussi où les gens pensent en fait que oui, des enfants issus de familles monoparentales ont souvent des éducations ratées parce qu'il y a quelque chose que l'autre partenaire aurait pu voir s'il était là. Mais s'il était là, mais là vous êtes seul, vous n'avez pas le temps de voir tous les contours. Mais c'est faux en fait, c'est des préjugés qui sont vraiment pas vrais. Une personne souvent qui est seule, qui élève son enfant, ses enfants, il y a déjà la personne qui partage en fait cette réalité avec des amis proches
très proche avec les membres de sa famille. Voilà. Donc, en fait, ces personnes-là deviennent des appuis en quelque sorte. Et dans certaines situations, on va toujours voir ces personnes. Tu vas voir ta mère, ton oncle, ton grand frère, ta grande soeur, tes soeurs, tes frères, tes amis, d'autres. Et aussi, souvent, il y a toujours une personne qui est pratiquement dans la même situation que tu connais, etc. Donc, tu peux avoir une autre maman qui élève seule son enfant que tu connais, ou bien un autre papa et tout. Donc, vous faites des partages d'expériences entre vous par rapport à telle situation, par rapport à telle situation. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement facile en fait de se renseigner. Moi, j'ai l'habitude de googler tout et n'importe quel sujet par rapport à mon enfant. Dès qu'il y a un bobo, que ce soit un bobo de santé, que ce soit un bobo comportemental. Je me rappelle, un temps, on avait fait une mini-crise d'adolescence. Les enfants le font entre 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, dans la transition, 2 ans et demi en allant à 3 ans, 4 ans. Il y a certains enfants qui font ça. Quand elle m'a fait ça, au début, je ne comprenais pas, mais après, j'ai googlé, j'ai vu toutes les mamans qui sont passées par là, tous les parents qui sont passés par là, les astuces, tout ce qui a été utilisé. Et après, à des moments, je me référais à mes amis. Et ce n'était pas forcément des amis qui avaient déjà des enfants, mais du fait que je savais que ma fille avait une affection particulière pour ces personnes et que quand ces personnes parlent, elle les écoute. Quand elle veut faire l'enfant un peu trop gâté ou bien un peu trop avec maman, j'ai fait appel à cette personne-là en fait. Et donc la personne est venue discuter avec elle et tout. Et quand la personne est partie, j'ai vu le changement que ça a créé en fait. Et donc après, j'ai continué tout le processus que j'avais décidé en plus de la prière. Et c'est passé en fait. Donc, ce n'est pas impossible, ce n'est vraiment pas impossible de pouvoir réussir l'éducation de son enfant quand on est seul à l'élever. C'est juste comme j'ai dit, beaucoup de responsabilités, beaucoup de planning et surtout aussi, il ne faut pas être trop dur envers soi, mais se permettre, accepter en fait qu'il y ait certains manquements parce que même à deux, il y a des manquements. Donc voilà, je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est ça que le regard des gens, c'est beaucoup plus des préjugés, mais aussi c'est beaucoup plus parce qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas avoir une idée fixe de ce qu'on ne vit pas ou de ce qu'on n'a pas vécu. Donc pour la plupart des gens, ils ont vécu dans des familles en griffe normale, père, mère et enfant. Donc c'est difficile de comprendre comment est-ce qu'une personne qui est seule s'en sort et s'en sort bien. Et de pouvoir aussi l'accepter ou bien se convaincre que c'est possible et que c'est une réalité qui n'est pas différente de la réalité qu'on connaît habituellement. D'accord. Wow. Merci beaucoup, Abby. Merci pour le temps que tu nous as consacré à cette émission, pour cet épisode en particulier. Je suppose bien évidemment que tu restes disponible si certaines personnes veulent te rejoindre. Ils te rejoignent comment en fait? Oui, merci à toi déjà pour l'invitation. Oui, je reste disponible sur tous mes comptes sociaux, c'est Edwige Adjo-Mensong. Bien Edwige Mensong, mais c'est Edwige Adjo-Mensong partout. Et puis voilà, vous m'avez. Je suis très ouverte et très disponible dès que j'ai. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup, Edwige. Nous remercions également tous ceux qui nous ont écoutés et nous leur donnons rendez-vous tantôt pour un nouvel épisode. C'était Edem et c'était l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire pour cette conclusion? D'abord, je suis plus ou moins certain que beaucoup qui ont écouté justement tout ce qu'Edwige a pu raconter dans cet épisode se sont demandé: ah oui, elle n'est pas féministe du coup? Sa conception du féminisme, est-ce que c'est normal? Oui, je le dis parce que ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, etc., parfois
peuvent désarçonner un peu. Donc, bien évidemment, je pense que certains se posent la question, mais je pense qu'Edwige touche un point très important quand elle dit qu'elle est activiste pour les droits humains. Tout simplement parce que le féminisme, c'est le droit des femmes, hein, c'est les droits des femmes. Et bien évidemment, Edwige ne se concentre pas que sur les droits des femmes, les droits des enfants également. Donc, il ne faut pas oublier que quelque part, pour que le problème soit réglé, il faut justement passer par l'éducation que nous donnons à nos enfants. En gros, c'est ça. Alors, ce que je retiens également, c'est que le célibat n'est pas toujours lié au féminisme. Après, je comprends le lien que nous tous nous faisons, mais je pense qu'il est important de dissocier. Je pense aussi que le sujet de la dot a fait réfléchir plus d'un. Déjà, je pense que depuis un moment, c'est un sujet qui revient sur la toile. Et la question demeure toujours, est-ce qu'il faut supprimer la dot ou pas, etc. Je suppose que les politiques nous écoutent et il y aura quelque chose qui sera fait. Enfin, on espère. Dissocier la vie de couple des parents de la vie des enfants. Éviter l'impact de l'une sur l'autre. Je pense que ce que Edwige a pu partager par rapport à ce qu'elle aurait aimé savoir par rapport à ça, excusez la tautologie, je pense que certains se retrouvent un peu. On a tous eu des parents et je pense que certains plus que d'autres ont vécu des difficultés avec leurs parents. Ils ont eu des difficultés justement lorsque tu vois, je sais pas trop, les parents en train de se chamailler, ou papa qui lève la main sur maman, ou maman qui dit des paroles blessantes, vice versa. Ça dépend des situations. Parfois ça nous touche, tu vois. Ça peut toucher l'enfant, ça peut toucher justement, ça peut avoir un impact en fait sur la conception même de la vie de couple de cet enfant. Et donc quelque part ça veut dire qu'en tant que parents ou futurs parents, on a une grosse responsabilité envers nos enfants. Et ça, il faut le comprendre dès maintenant, avant même de s'engager en couple. Parce que lorsque on va décider de s'engager en couple, il va falloir discuter d'un certain nombre de choses. Et là, je reviens sur quelque chose de très important, l'histoire de votre partenaire. Vous devez connaître l'histoire de votre partenaire. J'ai abordé ce sujet dans un autre podcast que j'ai publié sur SoundCloud. Vous pourrez le retrouver facilement. Connaître l'histoire de votre partenaire. C'est l'un de mes premiers podcasts d'ailleurs. Et j'ai abordé en long et en large en fait en quoi il est important de connaître l'histoire de son partenaire. Connaître l'histoire de son partenaire, c'est aussi connaître ce qui a pu l'impacter psychologiquement, émotionnellement, etc. Vous avez besoin de connaître tout ça parce que ça vous permet de mieux comprendre votre partenaire dans sa façon de voir les choses. C'est tellement important. Edwige a parlé aussi de la religion, de l'éducation religieuse, de la conception qu'on a de la religion. Et quelque part, ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, il faut que nous travaillions en fait à rechercher ou à mieux comprendre ce que c'est que la religion. Et il faut faire une distinction entre religion et spiritualité. C'est pas la même chose de base en fait. La religion, c'est la religion. La spiritualité, c'est la spiritualité. D'ailleurs, les deux mots sont tellement assez différents que malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas la subtilité derrière. Et je vous invite à aller chercher vous-même. Je ne vais pas faire le distinguo là dans ce podcast, mais je vous invite à aller lire. C'est très important. On peut lire la Bible. On peut être un excellent chrétien, comme on dit, lecteur de la Bible, lecteur, etc. Est-ce que lire la Bible ou comprendre la Bible fait de nous un bon chrétien? Bon, la question, est-ce qu'elle est vite répondue, la question? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors posez-vous la question. Je dis aussi, en fait, je termine avec ceci. Avoir un enfant tôt dans la vie n'est pas une fatalité. D'accord? Je parle aux pères célibataires, aux mères célibataires qui sont impactés par ça, qui sont impactés par le regard de la société des uns et des autres. Concentrez-vous sur vous, en fait.
vous avez un enfant, je sais pas trop, à 18 ans, à 20 ans, à 21 ans, alors que dans la société africaine, on attend que tu aies un certain âge, 25, 26 ans avant d'avoir un enfant. Il faut que tu aies un bon boulot. Voilà, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient réunies. Je suis tout à fait d'accord que ceux qui n'ont peut-être pas de parents, c'est pas évident. Ceux qui ont encore leurs parents, bon, ils peuvent peut-être se faire aider un peu. Ceux qui n'ont pas de parents, éduquer cet enfant dans ces conditions, c'est pas évident. Et je ne vous dis pas d'aller, en fait, d'avoir des enfants tôt dans la vie, en fait. Non, c'est pas ça. Mais je précise juste que c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de rebondir. Ce sera pas facile, c'est clair, parce que, voilà, vous êtes dans une situation particulière. Mais comme Edwige le dit, c'est pas la fin de votre vie, c'est pas la fin de votre carrière. Je connais des personnes qui ont eu des enfants assez tôt, à 19, 20 ans, même sur les bancs de l'école, hein. Oui, j'en connais, qui aujourd'hui s'en sortent très bien avec leurs enfants, il n'y a pas de souci. Et aussi, quelque part, c'est parce que ces personnes ont été épaulées par leur partenaire. Et ça, c'est encore un autre débat. Ça veut dire que votre conjoint doit être une personne qui comprend l'urgence de la situation. C'est un débat qui peut être très long. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus dans la saison 2 en détail. La vie des mères célibataires en Afrique. Mais j'aimerais vraiment vous dire qu'il est important de ne pas vous flageller juste parce que la société vous regarde d'un air ébahi, quoi. C'est votre vie. Il faut que vous puissiez vous concentrer sur le reste de votre vie. Parce que ça reste votre vie, votre choix. Même si parfois ça ne vient pas vraiment de vous, parce que c'est peut-être un accident, vous êtes tombé enceinte, ou c'est peut-être un accident et vous avez enceinté une personne. Ça reste quand même votre vie à vous, d'abord. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est important de faire attention à ses choix, à ses fréquentations, à ses partenaires ou à son partenaire. Oui, je dis les deux parce que il y a différents types de personnes et chaque personne est libre de ses mouvements. Mais faites attention. Faites très attention à chaque acte que vous posez parce qu'il y aura toujours des conséquences. Et il est important justement, et je vais finir par là, de bien choisir son partenaire. Je pense que lui, j'en ai un peu parlé de ce qu'elle recherchait comme relation et tout. Il faut que vous ayez, il faut que vous sachiez d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous allez en fait. C'est important parce que ça vous permet à vous de choisir la bonne personne. Enfin, la bonne personne, c'est assez relatif certes, mais une personne qui vous convient. C'est important, c'est votre vie. Et comme je le dis toujours, la vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que vous en faites. Alors, faites de votre vie quelque chose de juste et d'approprié. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. C'était Edem Bitagolo et c'était l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt.